Un recours collectif, on vient de le voir, ça peut s'avérer fort utile, mais ce n'est pas une procédure que vous pouvez utiliser à toutes les sauces, à chaque fois que vous rencontrez un problème ou encore que vous avez une récrimination à formuler. Parce que, d'abord, il y a plusieurs étapes à franchir et vous devrez donc vous montrer fort patient. La façon dont fonctionne un recours collectif est relativement simple. Si vous pensez avoir une cause valable, il faut obligatoirement intéresser un avocat à votre affaire. Je peux me faire appeler 5 fois dans une semaine pour des idées. Des fois, j'en retiens une que je dis, bon, ça a du bon sens, ça tient la route, et j'en écarte plusieurs. Après ma barre, faut que ça ait du bon sens, pas des affaires farfelues. Maître Paul Unterberg est une sommité en recours collectif. Depuis l'introduction de ce recours au Québec en 1978, son cabinet en a fait sa spécialité. Faut pas oublier qu'un recours collectif ne donne pas plus de droits qu'un recours individuel. C'est juste un regroupement d'un paquet d'individus. À partir du moment où un avocat est convaincu de la justesse d'une cause, il va vérifier si elle ne fait pas déjà l'objet d'un recours collectif. Le premier qui a déposé sa requête pour autorisation a priorité. C'est pour ça que des fois, il y a peut-être une course contre la montre. Vient ensuite l'étape la plus importante. Préparer la requête, un document étoffé qui sera présenté à un juge de la Cour supérieure. C'est lui qui a le dernier mot. Il va convoquer les parties et décider si oui ou non il autorise un procès. Il y a des juges qui peuvent être plus restrictifs. Il y a des juges qui peuvent demander une preuve plus approfondie, d'autres moins. On pense que le recours collectif permet justement de rééquilibrer un rapport de force entre les petits consommateurs et les grandes entreprises qui ont beaucoup de moyens, qui respectent parfois pas très bien la loi ou l'équité. Au Québec, une fois la requête en recours collectif autorisée par la Cour, toutes les victimes en font partie par défaut sans avoir à s'y inscrire. Et personne ne court de risque financier. Si la requête est rejetée ou qu'ils perdent leur procès, ce sont en général les avocats chargés de l'affaire qui en assument les frais. Un recours collectif, même à l'étape de la préparation de la requête, ça fait déjà peur aux compagnies. Oui, bien sûr, à cause du grand nombre impliqué. Tout le monde est dedans, même s'il n'est pas au courant de l'affaire. Les compagnies craignent les recours collectifs. Ça leur fait une mauvaise publicité, mais pire encore, ça peut leur coûter très cher, voire même dans certains cas, les pousser à fermer boutique. Dans certains domaines, et le voyage est peut-être le meilleur exemple, ça a nettoyé. C'est-à-dire, ceux qui avaient la mauvaise habitude de promettre un 5 étoiles et les consommateurs se sont trouvés avec un hamac accroché en 2 cocotiers, on les a mis hors de commerce. Le recours collectif est une arme si redoutable qu'une affaire sur 2 se règle à l'amiable dès l'étape de la requête avant la tenue du procès. Nous, on accepte de discuter de règlements très souvent et beaucoup de recours, effectivement, se règlent comme ça. À l'inverse, d'autres recours peuvent s'étirer sur des dizaines d'années avant d'aboutir. C'est que les sommes en jeu sont parfois énormes. Ça a été le cas du dossier sur les implants mammaires. Bristol Myers Squibb a finalement été condamné à verser 28 millions de dollars en indemnité uniquement au Québec. Qui investirait des centaines de milliers de dollars dans l'espoir incertain de recevoir 20, 30, 40 000? Personne ne ferait ça. Même pour 40 000 dollars, qui prendrait une action de ce genre-là, techniquement très compliqué, et qui coûte des centaines de milliers de dollars d'expertise, quel individu aurait pris une action comme ça contre Bristol Myers Squibb? Sans le recours collectif, ce serait jamais fait. Dès le début des procédures, certains recours collectifs font beaucoup de bruit. On pense à ceux intentés par les victimes du verglas, les victimes du tabac ou contre les hausses du prix de l'essence. À l'opposé, certaines causes, une fois réglées, tombent carrément dans l'oubli. Curieusement, on parle beaucoup des recours collectifs quand ils sont lancés, mais on en parle très peu quand ils se règlent, malheureusement. Une fois le procès terminé, si vous obtenez gain de cause, c'est le juge qui va fixer les honoraires des avocats et la somme qui sera versée à chaque victime. Dans certains cas, on ignore combien il y a de victimes. Vous pouvez donc, sans le savoir, avoir remporté une cause, mais si vous ne réclamez rien, vous n'aurez rien. Souvent, la seule annonce qui va être faite, c'est un petit encadré dans des journaux. On a vu des recours où même l'encadré était minime en plein cœur de l'été dans une section des annonces classées d'un journal quelconque. Bref, c'est un gros problème, le fait que l'information ne se rend pas nécessairement aux consommateurs. Comment savoir si votre litige fait l'objet d'un recours collectif ou mieux encore d'un règlement?
Bien là-dessus, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de guichet unique où aller chercher l'information. Vous allez devoir surveiller les avis dans les journaux, aller sur les sites web des principaux cabinets d'avocats qui se spécialisent dans ce type de recours. Surveillez aussi les organismes de défense des consommateurs. Ils publient une liste des recours collectifs qu'ils pilotent.